Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour votre présence ce matin pour notre seconde édition de notre atelier Pinterest dédié à la grande consommation et à la grande distribution. Je suis Aurélie Cambillot, partenaire manager chez Pinterest, aux côtés de Hicham et Noémie ce matin, que je laisserai se présenter tout à l'heure. Nous accompagnons les clients de la grande consommation et de la grande distribution depuis maintenant 2 ans sur leurs besoins et problématiques digitales. Ce matin, vous allez avoir l'occasion de découvrir avec nos équipes en charge de la créa, des études et du contenu, comment vous approprier ou vous réapproprier les codes de Pinterest pour réaliser des campagnes de marketing efficaces et être inspiré par les réussites sur notre plateforme de nos partenaires. Nous remercions d'ailleurs ce matin pour leur présence nos partenaires et par avance pour leur partage d'expérience. Charlotte Séguret, responsable marketing et communication de chez Greenwiz, Anne Beaumont, ligne média et digital chez Danone, et Thomas Lang, cofondateur de Chef Club. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation, nous prendrons le temps d'y répondre. Tout d'abord, pour démarrer cette journée d'inspiration, nous avons souhaité convier l'un de nos partenaires, Chef Club. Acteur de la cuisine créative et créateur de contenus originaux sur de nombreuses plateformes dont Pinterest. Thomas Lang est l'un des cofondateurs de Chef Club et il est aux côtés de Johan Jeep ce matin, responsable du contenu et des créateurs sur Pinterest en Europe du Sud. Ils vont vous partager le retour d'expérience de Chef Club en tant que créateur de contenu sur Pinterest, vous emmener dans les coulisses du média et vous partager la vision de demain pour Chef Club dans l'industrie de la grande consommation alimentaire. Merci Aurélie, bonjour à tous. Je suis Johan Jeep, je suis responsable des contenus et des créateurs pour Pinterest en Europe du Sud. Salut Thomas, merci de nous accueillir dans les bureaux de Chef Club. Je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Est-ce que je peux te demander de te présenter et de dire peut-être un mot sur Chef Club? Salut Johan, bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir, on est ravis d'ouvrir les portes du bureau. Et pour cause, Chef Club aujourd'hui c'est une concentration d'expertise autour de la cuisine qui a bien grandi. On a démarré, et quand je dis on, c'est Axel, mon jeune frère, Jonathan, mon cadet, pas très loin d'ici. Donc on est à République, on a démarré à Gare de l'Est il y a 5 ans. On était tous les trois, pas forcément experts en cuisine, mais justement on trouvait qu'il y avait une distance entre la surexpertise qu'on voyait dans beaucoup de programmes télévision qui ne concernaient pas forcément des millions de personnes comme nous. Et aujourd'hui, on est accompagné par une équipe de 85 personnes, passionnées, très international. Chef Club, c'est aujourd'hui de la cuisine évidemment, des expériences et le tout en famille. Ça paraît facile à dire comme ça, mais il n'y a pas très longtemps, il ne faut pas oublier que la cuisine s'était incarnée par des figures comme Jean-Pierre Coff, Maïté, des sites comme Marmiton en France, All Recipes aux États-Unis, donc très utilitaire à destination de ce qu'on appelait la ménagère. Ouais. Et aujourd'hui, sans doute accéléré par le Covid, la cuisine, c'est devenu un divertissement, un sujet en famille, une façon d'éduquer les enfants. Et c'est là la mission de Chef Club, mettre tout le monde, absolument tout le monde, et les faire cuisiner avec un positionnement entre cuisine et divertissement et une marque Chef Club qu'on fait grandir comme la marque des familles. Il y a une thèse fondatrice qui est très très forte chez Chef Club, c'est la thèse du contenu. On est absolument convaincu que le contenu, c'est le futur des marques. Il y a des marques qui ne nous ont pas attendus, qui font des choses admirables, Red Bull, Nike font des choses qui sont très inspirantes. Il y en a d'autres qui le sont moins. Et on est assez convaincus aussi que dans pas très longtemps, les consommateurs de ces marques considéreront que ce sont simplement des fabricants qui mettent des produits sur des rayons. Ça, c'est pas l'avenir. L'avenir, c'est les communautés, l'inspiration, l'émotion, que le contenu justement permet de remettre au centre de la relation client. Et justement, en matière de contenu, il n'y a personne aujourd'hui dans le monde littéralement qui est capable de produire et diffuser une recette de cuisine qui va être plus vue, aimée, partagée que celle de Chef Club. Quelques chiffres, aujourd'hui Chef Club c'est 2 milliards de vues chaque mois et des vues, ça paraît évident mais c'est loin de l'être, qui sont effectivement vues. On a un temps de consommation moyen qui est de 45 secondes minimum pour toute vidéo diffusée chez Chef Club. Justement en se parlant de contenu, la première fois que je suis venu ici, il y a à peu près 1 an et demi quand on s'est rencontrés, j'avais été marqué par cette organisation des bureaux, par cette structure qui vous permet de produire at scale et d'être une véritable fabrique à idées, une fabrique à recettes et une fabrique à contenu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la façon d'organiser à la fois les équipes, mais aussi l'infrastructure du bureau, l'architecture du bureau pour optimiser votre création de contenu? Tout jusqu'à l'infrastructure du bureau est pensé
pour sortir du contenu de qualité avec un soin. Et le soin, c'est une valeur fondatrice de Chef Club qui est assez unique en la matière et ça se ressent ne serait-ce que dans le temps nécessaire pour fabriquer un contenu. Il ne s'agit évidemment pas de juste filmer une recette de cuisine, de la capter. En amont, on a des équipes data qui fournissent des signaux à des équipes créatives qui vont étudier ces mini-tendances. Nos équipes créatives vont ensuite assembler un début de recette Chef Club qui ne va pas forcément tenir la route, mais elles vont le proposer à nos chefs. Donc on a une équipe de 7 chefs qui sont tous issus de maisons étoilées et qui sont là pour challenger, améliorer, tester les recettes des content stratégistes. Alors déjà, on valide que le goût est au rendez-vous et ensuite évidemment l'esthétique et le twist, la narration, parce qu'on ne filme pas une recette de cuisine, je l'ai dit, on produit un divertissement. On sait que c'est extraordinairement difficile de capter l'attention des spectateurs sur les plateformes. C'est encore plus difficile de les tenir, je le disais, jusqu'à la fin des vidéos. C'est quasiment mission impossible. On y arrive chez Chef Club à force de ce travail méticuleux en amont en termes de data, créativité et ensuite de narration, parce que nos réalisateurs sont des Steven Spielberg de la food. Ils pensent au climax, au cliffhanger, à cette capacité à garder les audiences en attention. Et puis ensuite, on a élaboré des processus post-production une fois la vidéo montée. Donc on a aussi des équipes de monteurs qui sont capables de très rapidement assembler le contenu. Mais il n'y a aucune raison que le contenu assemblé soit celui qui soit le plus optimisé pour l'attention. Et donc on a mis en place je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais des méthodes pour sortir avec la version la plus optimisée à tous les égards et principalement le temps de consommation et l'engagement. Alors Thomas, justement, tu parlais des plateformes. Je te propose qu'on parle un petit peu de Pinterest et de Chef Club. Donc, comme je disais, on s'est rencontrés il y a 1 an et demi quand vous débutiez sur la plateforme. Vous n'étiez même pas encore totalement sur la plateforme, vous avez fait quelques tests. Nous, on lançait à peine les épingles vidéo. Depuis 1 an et demi, il s'est passé énormément de choses. Aujourd'hui, Chef Club, c'est 9 comptes à travers le monde. C'est plus d'1 million de vues par épingle idée que vous créez chaque jour. Et c'est plus de 2 millions d'abonnés sur le compte France depuis que vous avez testé ce nouveau format des épingles idées. Et puis on a testé plein de choses ensemble. Tu parlais de trends. On a co-créé des contenus ensemble aussi en vous partageant des trends qu'on identifie chez Pinterest. Et vous avez pu réutiliser et puis repenser des contenus tendance sur Pinterest à la façon de Chef Club. Est-ce que, alors après cette année et demie de collaboration, tu peux nous dire un peu ce que tu penses de la plateforme, des valeurs ajoutées que tu y vois en tant que cofondateur de Chef Club? Pinterest, c'était une plateforme qui n'était pas encore conquise par Chef Club. Et on a démarré et on en est ravis. Je pense qu'il n'y a pas une plateforme où on est passé de 0 à 1 aussi rapidement. Et en l'occurrence, on est passé de 0 à 300 millions de vues en 2 mois, je crois, avec un leadership très rapidement dans beaucoup de pays européens. Je pense qu'on n'est pas mauvais aux États-Unis non plus. Globalement, vous faites partie de nos partenaires cuisine les plus puissants, clairement. Ces performances, c'est une chose. Et ça s'explique sans doute par l'affinité forte entre ce que viennent chercher les consommateurs de Pinterest, les utilisateurs de Pinterest et Chef Club, puisque Pinterest, c'est de l'inspiration et de la recherche. Et c'est a priori ce qui nous drive quand on est en cuisine, on recherche de l'inspiration. Et en termes de stratégie, c'est aussi une façon nouvelle pour Chef Club de s'exprimer, et ce en comparaison d'autres plateformes où Chef Club diffuse son contenu de manière plus explosive, donc c'est au travers des premières semaines de la vidéo et des contenus qu'on va exister. Ici, c'est une logique de catalogue qui fait progresser la marque. Oui, il y a une logique presque développement durable du contenu. Un contenu ne se perd pas, au contraire, il vient animer un catalogue et ces contenus, ils vont coller aux recherches, aux tendances de recherche du moment. Alors, on s'est parlé de pas mal de projets, de collaborations. On a eu déjà beaucoup ces derniers temps ensemble. Le dernier projet qu'on a en commun, c'est ces projets de co-création de contenu qu'on peut imaginer avec des marques. On a lancé ces projets qu'on appelle les Pinterest Brand Originals il y a quelques mois. L'idée est très simple, l'idée c'est de croiser les tendances de recherche sur Pinterest avec l'ADN de la marque, de définir des concepts de contenu pertinents. Et puis pour les réaliser, on va chercher nos meilleurs créateurs de contenu, les plus performants, les plus pertinents. Et donc c'est assez naturel qu'on s'est tourné vers Chef Club pour imaginer des projets communs. Donc voilà, c'était des projets sur lesquels on pourra travailler avec des marques qui pourraient être intéressées par ces collaborations. L'idée c'est ça, c'est
Pinterest et Tendance, le savoir-faire de création d'un partenaire et puis la mise en avant d'une marque. Thomas, vous avez levé des fonds récemment. J'imagine que cette levée de fonds vous permet de vous diversifier ou en tout cas de penser de nouveaux projets pour l'avenir de Chef Club. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur voilà, les prochaines étapes que tu prévois pour Chef Club? On a levé en effet il y a bientôt un an 14 millions d'euros qui sont pensés pour la deuxième phase de Chef Club, à savoir la diversification et la commercialisation de ce qu'on a construit. Et ce qu'on a construit, c'est cette relation très très forte entre la marque et des millions de personnes grâce au contenu, encore une fois, qui attendent Chef Club dans tout l'univers de la cuisine, dans leur magasin préféré. C'est exactement dans ce sens qu'on avance, en communion avec la communauté qu'on interroge. Concrètement, on a des projets alimentaires qui ne sont plus des projets d'ailleurs, puisque ça sort. Depuis quelques jours maintenant, les glaces Chef Club qu'on voit ici. Donc c'est les saveurs best-sellers, je me permets un peu d'autopromo, qui vont sortir, qui vont être vendus dans 600 magasins Géant Casino en France et qui ont la particularité de rayonner dans des centaines de millions de vues Chef Club au travers des plateformes sociales. Chose qui est caractéristique de Chef Club, et c'est là la thèse de départ, c'est que nos vidéos, c'est pas seulement des recettes, c'est notre univers qui permet la promotion de différents produits, services Chef Club ou autres. En l'occurrence, ici, c'est Chef Club. Et donc, en parallèle des glaces, on lance une autre catégorie qui était la catégorie numéro 1 demandée par la communauté. Donc, concrètement, demandée par la communauté, c'est des sondages Cali, Canty, et des dizaines de milliers de personnes nous ont dit que les épices était un sujet où Chef Club avait sa pertinence. On attaque le segment des épices de manière très inspirationnelle avec l'angle recette. Et donc on sort des épices avec des formats innovants, que ce soit des sachets qui correspondent à des recettes à usage unique et familial ou des pots un peu plus génériques. Et pareil que les glaces, c'est des produits mais également des centaines de millions de vues qui inspirent sur l'usage de ces produits au travers des plateformes, validés avec la communauté et la data, et sans donner tout le crédit à Pinterest non plus. C'est quand même Pinterest qui nous a aussi encouragés dans cette direction, puisqu'en début d'année, vous avez sorti votre cahier des tendances avec qui soulignait la très forte croissance de la consommation d'épices en France, et à juste titre. On ne consomme pas assez d'épices par rapport à la sublimation que ça permet de nos recettes. Mais donc, on savait qu'on avançait, dans le bon sens, que ce soit via les retours de notre communauté ou via les retours quanti d'une plateforme gigantesque comme Pinterest. Super, génial. Écoute, ravi que Pinterest ait pu vous accompagner dans cette diversification. Merci beaucoup Thomas, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Je te dis à très bientôt et je repasse la parole à Wally. Merci Yoann. Merci beaucoup à Thomas et Yoann pour cet échange très inspirant. Merci Je vais laisser la parole à Noémie Thuur, qui est partenaire manager sur la grande consommation et qui va revenir plus en détail sur ce qu'évoquait Thomas et on va dire la particularité assez unique de notre plateforme. Mais avant, je vous laisse découvrir notre dernière publicité. So, how do you see you? Maybe shiny, bright, or bleached? Let's think bigger. Well, I've been wanting to try something a little... New? Yeah. Bang. Hello, puffballs. Uh-oh, mine really puffed. Just look for the V. Nah, you just need a few tips. Excuse me. I prefer my tips French. Maybe yes, sure. You could try chrome nail, galaxy, snakeskin, ombre, flame. Fire. Yep. Wait, where'd you come from? Let's see, flame woodworking, hickory smoked meats, meatball subs, subway graffiti, graffiti nails, flame nails. Nicely done. I ruined it. No, you didn't. You just found kintsugi, baby. Masterpieces. Yeah. And just wait till you see yourself in these pieces. See? With endless things to get into, you just might surprise yourself. So...
Bonjour à tous, je suis Noémie Tur, partner manager depuis 2 ans chez Pinterest, en charge d'accompagner les entreprises du secteur de la boisson et de l'alimentation, comme Pernod Ricard, Unilever ou Mars. La nouvelle publicité de Pinterest que vous venez de voir est en ce moment à la télévision aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et je pense qu'elle vous a donné le ton. Pinterest est une plateforme où l'on vient se surprendre. À la différence des autres plateformes sociales, qui ont plutôt pour vocation de divertir ou de créer des espaces d'échange, Pinterest est une plateforme personnelle, productive, où l'on vient chercher des idées concrètes pour réaliser un projet. Quand je viens sur Pinterest, c'est pour moi, c'est pour préparer mon projet, c'est pas tellement pour les autres, et c'est finalement pas vraiment pour me divertir ou pour donner du like. Aujourd'hui, Pinterest rassemble plus de 478 millions d'utilisateurs à travers le monde chaque mois. Ça représente une croissance de 45% en 2020 et on retrouve 20 millions d'utilisateurs en France aujourd'hui. Le profil de nos utilisateurs est assez unique. Nous rassemblons historiquement une majorité de femmes, mais nous avons observé en 2020 une croissance de 40% des profils masculins. Notre audience est majoritairement composée d'adultes, entre 25 et 49 ans. Mais pareil, pendant la crise Covid, nous avons remarqué que nous avons recruté de plus en plus de millennials avec une croissance de 40% également. Enfin, Pinterest est une plateforme sur laquelle nous réunissons beaucoup de parents. Aujourd'hui, nous avons une maman sur 3 sur Pinterest et un papa sur 5. Alors, pour bien comprendre Pinterest, il faut comprendre ce que font nos utilisateurs sur la plateforme. Donc, on l'a dit, on l'a évoqué avec Thomas juste avant, mais nos utilisateurs viennent chercher de l'inspiration. Et parmi nos 20 millions d'utilisateurs, il y en a 5 millions qui viennent tous les mois, qui se connectent particulièrement pour chercher de l'inspiration sur des sujets alimentation et boisson. Les intérêts vont être assez variés. On va venir chercher des idées de goûter, des idées de dessert, des idées de planning de repas de fête. Bref, on vient vraiment chercher tout au sujet de l'alimentation et de la boisson. Puis ce qui est intéressant aussi de noter sur le comportement de nos utilisateurs, c'est qu'au-delà de chercher des sujets, on va dire classiques, alimentation et boissons, on vient aussi s'inspirer au fur et à mesure des occasions. Pinterest est un vrai allié pour les moments de vie. Donc, on va avoir des recherches sur le quotidien. Vous voyez sur le slide quelques-unes de nos top recherches. Donc, par exemple, planning de repas, liste de courses, menu simple pour s'aider au jour le jour. Mais on vient aussi chercher de l'inspiration sur des moments de célébration personnelle, avec des top recherches comme apéro dînatoire simple, dîner entre amis, gâteau d'anniversaire, ou on vient chercher de l'inspiration pour organiser des repas qui sont liés à des occasions particulières. Donc là, pareil, vous voyez le cocktail de Noël, le repas du réveillon, le menu de la Saint-Valentin. Voilà, les gens rythment leurs recherches en fonction des événements de l'année. Mais Pinterest, c'est bien plus qu'un carnet de recettes. Nos utilisateurs recherchent des inspirations également, vous l'imaginez, j'imagine, déco, mode, beauté, conseils pour parents. J'ai noté sur cette slide ici que plus de 2 millions de personnes tous les mois cherchaient des inspirations pour faire des activités en famille, par exemple. Et puis, en plus de ça, 2 points que je voulais soulever aujourd'hui. Nos utilisateurs sont, par exemple, très engagés pour l'environnement. Par exemple, ils sont 45% plus susceptibles d'être engagés pour l'environnement par rapport aux utilisateurs des autres plateformes sociales. Et ils vont rechercher très activement des mots-clés comme comment trier, recycler, upcycling, etc. Nos utilisateurs sont également soucieux de leur santé et de leur bien-être. Pareil, nous les avons interrogés et ils sont 20% plus susceptibles d'être soucieux de la présence de produits chimiques ou non naturels dans leur alimentation, par exemple. Je vous invite par ailleurs à prendre connaissance de notre nouvelle étude qui s'appelle Green Essence, qui est disponible sur notre site business, qui justement vous présente ces comportements responsables de nos utilisateurs, après le webinaire, bien sûr. Voilà, finalement, le comportement unique des utilisateurs de Pinterest, c'est qu'ils viennent sur notre plateforme dans un état d'esprit positif, ouvert à la découverte et avec l'intention de faire quelque chose. Positif, pourquoi ? 60% de nos utilisateurs trouvent le contenu de notre plateforme positif. En effet, il n'y a pas de fake news, il n'y a pas vraiment d'actualité. On est vraiment dans un écrin de découverte et d'inspiration. Et c'est payant. Pour vous, annonceurs surtout, car 41% de nos utilisateurs se disent plus enclins à l'achat dans un environnement positif. L'ouverture d'esprit. Quand nos utilisateurs viennent sur Pinterest, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent.
97% de nos recherches ne contiennent pas de nom de marque et 73% de nos recherches ne contiennent que 3 mots maximum. Donc, on vient vraiment au début de la recherche pour s'inspirer. Alors, on n'est pas décidé exactement, mais on est très intentionniste. On a quand même envie de le réaliser, ce projet. En effet, 71% de nos utilisateurs nous disent que Pinterest est utilisé pour préparer leurs futurs achats. Donc voilà, vous l'aurez compris, Pinterest, c'est le point de départ des projets de nos utilisateurs. Ils découvrent d'abord de nouvelles possibilités, ils les affinent, ils se décident et ils agissent. Donc, en tant que marque, c'est intéressant d'être présent à chaque instant. Ce qui est unique sur Pinterest, c'est que la plateforme offre un écran brand safe de contenu de bonne qualité pour faire connaître votre marque, dans une logique brand-centrique, c'est-à-dire que vous pouvez mettre en avant vos marques dans notre contenu. Mais aussi, c'est une plateforme où les utilisateurs recherchent vraiment des idées et où vos marques peuvent apparaître du coup comme des solutions. Vous voyez l'exemple de Nespresso sur la slide. Ils présentent leur engagement RSE dans notre écran en utilisant les intérêts des personnes qui cherchent justement des alternatives écologiques, mais ils se positionnent aussi sur les mots-clés comme idée petit déjeuner pour montrer des recettes de pain perdu. Donc plus qu'un nouveau produit, une réponse à un besoin consommateur. Voilà, venez présenter vos produits comme solution sur Pinterest et je vais laisser Vincent, notre créatif stratégiste, vous montrer comment faire. Merci Noémie, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. L'idée est effectivement de parler un petit peu de contenu et de voir comment on va pouvoir créer sa stratégie Always On pour venir s'intégrer dans le contexte que nos utilisateurs expérimentent sur la plateforme et pour pouvoir venir être le plus pertinent possible. Sur la slide suivante, du coup, l'idée, c'est de vraiment capitaliser sur ce contexte. C'est d'utiliser le contexte Pinterest pour ne pas interrompre l'utilisateur, mais au contraire, venir lui suggérer des solutions qui vont répondre à son état d'esprit et qui vont venir s'inscrire naturellement dans le contexte dans lequel il va faire ses recherches et dans lequel il va avoir des envies. On a l'exemple ici de Nespresso qui, comme Noémie l'a mentionné précédemment, est venu s'intégrer dans le contexte des cocktails avec du contenu exprès pour le cocktail. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir du coup créer des sous-stratégies dans cette stratégie contextuelle et ça au nombre de 3. L'idée, c'est de venir capitaliser sur l'ensemble du funnel pour venir communiquer auprès des utilisateurs et capitaliser sur ce contexte-là. La première stratégie, c'est soutenir les lancements majeurs. C'est cette brique brand-centrique dont Noémie nous a parlé juste avant pour venir mettre en avant les différents lancements de notre marque et de les contextualiser. Un premier outil pour ça, Pinterest Première. Pinterest Première, c'est certainement l'outil au plus fort impact sur Pinterest. C'est un outil qui va vous permettre d'avoir un reach sur l'ensemble de l'audience Pinterest sur un ou plusieurs jours et qui du coup va vous permettre de faire vos lancements et d'avoir une résonance hyper forte sur la plateforme auprès d'une audience affine. Donc quand ça marche, sur la slide suivante, en gros ça capitalise sur l'impact de la vidéo avec la vidéo Max Twist que vous voyez ici. C'est un format qui prend les deux colonnes sur votre vidéo et qui du coup va pouvoir venir faire la promotion sur le feed de l'utilisateur de votre produit dans le bon contexte auprès de la bonne audience. Donc, c'est une expérience qui va être enrichissante et puis surtout, ça va être ultra impactant parce que, comme vous le voyez, ça prend un espace assez conséquent sur l'écran de l'utilisateur. Et c'est ce qui va vous permettre, sur la slide suivante, de venir avoir votre place finalement dans un espace qui est assez compétitif, qui est le feed Pinterest. Parce que si vous êtes déjà allé sur la plateforme, vous verrez que l'épingle d'un annonceur est finalement entouré de au moins 4 ou 5 épingles différentes. Donc, il faut mettre en place des stratégies de pertinence. Il faut être pertinent dans le contexte de l'utilisateur et puis il faut utiliser les bons outils pour avoir le maximum d'impact dans cet environnement compétitif. Ces bons outils, ils vont nous permettre de venir émerger du coup dans ce contexte-là et de venir capturer l'attention de l'utilisateur. Quelques exemples.
C'est des idées pour les graphistes, pour les monteurs vidéo, pour les gens qui utilisent After Effects. C'est des petites idées qui permettent de capitaliser sur la vidéo et d'attirer l'attention de l'utilisateur. Ce qu'on appelle les vidéos breakthrough, sur Pinterest, c'est un trademark qu'on a lancé. Et vous avez plusieurs méthodes. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Je vais simplement, sur la slide suivante, vous montrer 3 exemples qui sont plutôt parlants et assez intéressants. Alors, on a notamment le jean sur la gauche. Comme vous le voyez, donc imaginez ça sur un fond blanc. Et l'idée, c'est que du coup, on joue avec les bordures et qui permettent d'avoir une sorte de perspective sur ce contenu. Celui du milieu va permettre de jouer entre 2 contenus vidéo. Alors, ça marche en vertical, en horizontal, etc. Et du coup, de casser un petit peu la dynamique des vidéos classiques sur la plateforme. Ou encore, vous pouvez jouer avec les éléments et par exemple mettre le feu à une épingle. Enfin, voilà, l'idée, c'est d'attirer l'attention de l'utilisateur avec des tout petits tweaks qui vont lui permettre d'être le plus impactant visuellement. Sur la slide suivante, du coup, l'idée de cette première tactique, c'est d'offrir la visibilité et l'impact nécessaire à vos lancements produits auprès d'une audience qui est hyper raffine et qui vient pour ce type de contenu sur la plateforme, grâce à du contenu qui est impactant, et puis en ayant un reach qui est conséquent, puisque vous allez pouvoir toucher toute une catégorie. Deuxième sous-catégorie dans les lancements majeurs, c'est tout ce qui est tendance. On en a parlé avec Johan, on en a parlé avec Noémie. Pinterest Predict est un outil fabuleux pour les marques, pour connaître un petit peu les tendances de la plateforme, ce que recherchent nos utilisateurs, ce dont nos utilisateurs ont envie. Et du coup, comme Boursin l'a fait sur l'exemple de droite, l'idée, c'est de venir capitaliser sur ces contextes-là et venir proposer une créa qui est en lien avec tout ça. Par exemple, ici, c'est sur les planches épicuriennes. On a vu une augmentation des recherches autour des planches, tout un tas de choses créatives sur la constitution des planches. Boursin est venu proposer sa version en mettant en avant son produit. Ils ont contextualisé leur produit auprès d'une audience affine dans le bon contexte. Deuxième stratégie, du coup, c'est les moments phares. Sur Pinterest, sur la slide suivante, nos utilisateurs se connectent à différentes occasions qui peuvent être catégorisées en 3 grands buckets. Le premier, c'est les événements saisonniers. Vous êtes tous venus pour préparer un repas à Noël, pour préparer un anniversaire, pour préparer, etc. C'est ce qui correspond au moment saisonnier, pour la rentrée, etc. On a les moments du quotidien. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Comment je m'habille, etc., qui constituent aussi des occasions de venir sur Pinterest. Et puis, les grands moments de vie. Je déménage, j'ai un enfant, c'est mon anniversaire, etc. Et donc, ces 3 moments vont être des occasions de prise de parole aussi pour les marques, pour être le plus contextuel et pertinent possible. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est sur Pinterest que la préparation de ces moments vont se faire. Certes, je vais certainement aller chez nos copains d'Instagram ou TikTok, etc., pour partager le moment. Ils ont des plateformes qui sont vraiment faites pour ça. Nous, on est fait pour la préparation. Et nos utilisateurs nous utilisent pour la préparation bien en amont des différents événements. Donc, c'est ça qui va être intéressant sur la plateforme. Et c'est ça qui va vous permettre, du coup, de mapper votre année en fonction des différents événements qui vont être pertinents pour votre marque. Et sur cette slide et sur la slide suivante, qui présente les différents petits événements, on va dire, ce qui est intéressant de noter, c'est la longueur des prises de parole. Vous voyez le nombre de points à chaque fois pour un événement qui dure un jour. Nous, on va venir sur plusieurs semaines en amont de cet événement prendre la parole parce que c'est à ce moment-là qu'on va venir capitaliser sur la préparation de ces événements. Et donc, tout ça a un vrai impact puisqu'on va être hyper pertinent pour l'utilisateur et ça a un impact sur la notoriété. On est 11 fois plus fort, on observe des lifts 11 fois plus forts sur la notoriété. Et pareil sur les ventes en ligne qui sont 22 fois plus importantes quand on est contextuel. Donc, c'est vraiment essentiel d'être dans le bon contexte. Troisième et dernière stratégie, c'est comment on va rentrer dans le quotidien des Français. Pour ça, on a 3 outils qui sont les intérêts. Donc, on a les intérêts directs, les intérêts adjacents et les missions. Les intérêts directs, c'est tout ce qui est
évident avec votre marque, tout ce qui va pouvoir être lié de manière vraiment évidente et directe à votre marque. Vous êtes une marque qui fait des boissons fruitées, et bien, ça va être les contextes de boissons fruitées. Ensuite, on a les intérêts adjacents, c'est tout ce qui va être de près ou de loin qu'on va pouvoir rattacher à votre produit ou à votre marque. Par exemple, vous avez une licorne dans votre campagne de pub, ben, on va pouvoir venir capitaliser sur le contexte licorne sur Pinterest pour prendre la parole et être pertinent aussi de ce qu'on dit. Et puis, il y a tout ce qui est mission, par exemple l'éco-responsabilité, comment on va pouvoir venir aussi être pertinent dans ces recherches de nos utilisateurs. L'idée, encore une fois, c'est la pertinence. Donc, sur les intérêts directs, comme je vous le disais, c'est tout ce qui est en lien évident avec votre marque, tout ce qui est direct avec votre marque, votre produit. Et finalement, c'est les intérêts que vous devez, en tant que marque, de préempter. Vous devez être présent à coûte que coûte dans ces différentes catégories. Et donc, ça va être les recettes de légumes, les apéritifs, les salades, etc., etc. Encore une fois, Boursin a été très, très bon là-dessus, à contextualiser son message pendant l'été sur des recherches autour des salades. Ça marche aussi avec Nord, qui pendant l'hiver a pris la parole en contextualisant les bonnes recettes avec le bon produit dans le bon contexte. Et donc finalement, vous allez pouvoir, en choisissant et en établissant votre stratégie de mots-clés et de recherche, construire tout au long de l'année une stratégie fil rouge qui va être pertinente avec les besoins de l'utilisateur. Deuxième outil, c'est du coup les intérêts adjacents. Donc, comme je vous le disais, c'est tout ce qui peut surprendre l'utilisateur dans ses recherches, mais qui va pouvoir être relié de près ou de loin à votre produit. Un très bon exemple de ça, c'est Ricard, qui fait la promotion de son Ricard. Et bien sûr, ils sont allés s'intégrer dans le contexte marseillais, dans le contexte du Sud, autour du voyage, et ils sont venus mettre leur contenu autour de ça. Donc, ce n'est pas un intérêt direct avec le produit Ricard, mais ça marche complètement avec leur positionnement. Donc ça aussi, si vous ajoutez cette brique d'intérêt adjacent à votre brique d'intérêt direct, ça va venir étoffer votre stratégie fil rouge. Et puis enfin, sur la mission, ça c'est tout ce qui est lié aux missions de vos entreprises. Par exemple, l'éco-responsabilité, c'est une des choses les plus évidentes. Comment on va pouvoir venir prendre la parole autour du recyclage dans un contexte de recyclage quand nos utilisateurs cherchent des idées pour recycler leurs produits. Et donc, Nespresso a pris la parole dans ce contexte-là pour mettre en avant leurs engagements et pouvoir venir se positionner dans ce contexte-là et être pertinent. Donc, encore une fois, on va venir ajouter cette stratégie mission à notre stratégie fil rouge pour construire notre stratégie fil rouge. Et finalement, sur la slide suivante, ça va être 3 approches complémentaires qui vont nous permettre d'être présents tout au long de l'année avec des sujets ultra pertinents pour nos utilisateurs dans les bons contextes. Et si, par-dessus cette stratégie fil rouge, vous venez communiquer autour de vos lancements produits, donc d'avoir votre communication brand-centrique avec ces grands pics de communication, et en plus de ça, venir communiquer sur les intérêts saisonniers, et c'est ça qui va construire finalement votre stratégie contextuelle sur la plateforme. Alors, très rapidement, sans rentrer dans le détail, les différents formats pour venir inspirer vos audiences. L'idée, c'est de venir se calquer sur les différents parcours de nos utilisateurs et de venir y associer les bons objectifs, la notoriété, la considération et l'achat. Et là-dessus, on va pouvoir venir associer les bons formats avec notamment de la vidéo, les pin extensions au début du funnel, l'ID pin qui fonctionne un petit peu tout au long du funnel, on verra juste après, carousel épingle standard collection sur la considération avec du format plus statique, et pareil sur l'achat avec des formats vraiment dédiés à ça, avec le shopping ads, etc. Donc, un très rapide panel de nos formats avec donc, à gauche les épingles standards, la vidéo avec la vidéo Max Twist que vous avez vu ici, le carousel classique que vous connaissez, et Collections, format vraiment spécifique à Pinterest qui permet de mettre en avant un visuel héros avec les produits correspondant à ce visuel qui sont cliquables et qui renvoient vers votre catalogue. Et enfin, dernière slide avant de laisser la parole à Antoine, ID Pins, qui est notre nouveau format, notre format dédié à la création de contenu, donc vraiment orienté créateur. C'est un peu notre équivalent des stories sur Pinterest. La différence, c'est que ça reste au-delà de 24 heures. Donc, c'est un vrai format engageant
pour venir communiquer sur des tutoriaux, du do-it-yourself, etc. Et on est en train de le mettre en place pour les créateurs, aussi pour les marques sur la plateforme. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile et je laisse maintenant la parole à Antoine qui va nous parler du narratif Effective Reach. Merci beaucoup. Merci Vincent. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin, j'espère que vous allez bien. Quelques mots pour me présenter brièvement. Donc, je m'appelle Antoine Lenôtre, j'ai eu le plaisir de rejoindre Pinterest il y a déjà 2 ans et demi, ça passe vite, et je m'occupe de tout ce qui est études avec mon équipe en Europe. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus de l'efficacité publicitaire de Pinterest autour d'un concept qu'on a appelé Effective Reach. Mais avant ça, on va revenir quelques instants sur notre audience et ce qui fait qu'elle est unique. On en a beaucoup parlé ce matin, mais là, on a des chiffres sur le prisme de la propension d'achat. Donc, le premier élément que vous voyez sur la gauche, c'est le pouvoir d'achat. On a pas mal d'études qui disent que notre audience est assez unique là-dessus. Si on prend celle de Kantar, par exemple, on a 44% de notre audience qui appartient aux classes moyennes aisées ou supérieures, ce qui est beaucoup. Et d'un point de vue socio-démographique, on a une audience qui est over-indexée sur les 25-50 ans. Donc, très intéressant en termes de pouvoir d'achat, contrairement à des plateformes qui sont un petit peu plus over-indexées sur des teenagers ou à des médias offline type télé qui vont être un peu plus sur des seniors. Donc voilà, donc, on est sur des audiences qui en ont plus dans le porte-monnaie, première dimension. Et deuxième dimension, comme on l'a très bien vu précédemment, on est sur une plateforme où il y a un contexte particulier qui fait qu'on a des signaux d'intention qui sont très forts. On a vu, il n'y a pas de validation sociale sur Pinterest. Pinterest n'est pas un réseau social. On n'y va pas pour interagir avec ses amis. Si sur un réseau social, par exemple, je like la photo d'un copain à moi qui vient de s'acheter des très belles chaussures pour son mariage, c'est juste que je suis content pour lui et je veux lui manifester mon amitié. Ça ne veut pas dire que je vais m'acheter ses chaussures. Si je sauve une photo de chaussures dans un tableau sur Pinterest, ça a un tout autre sens. Et c'est ça qui fait la richesse de cette plateforme. En termes de chiffres, comme vous pouvez le voir, donc on a une augmentation des recherches sur Pinterest de 82%, qui s'explique pour moitié par l'augmentation de nos utilisateurs. Je ne sais pas si on en a beaucoup parlé ce matin, mais c'est assez fantastique. Entre 2019 et 2020, on était à plus 30% en France, je parle juste de la France. Entre 2020 et 2021, on est quasiment à du plus 40%. Donc, on est sur une audience qui croît et en plus de ça, qui interagit encore plus. Donc, voilà, beaucoup de signaux d'intention. Donc, si on réfléchit à ces 2 éléments, plus dans le porte-monnaie et plus d'intention, logiquement, on a une probabilité d'achat qui est plus forte. Et ça a été très bien quantifié par Global Web Index, qui a regardé qu'en comparaison avec la moyenne des internautes, notre audience a une proportion plus forte de 40% à l'achat, d'où le 1,4x que vous voyez dessous. Donc voilà, donc ça, si on passe au slide suivant, c'est le premier pilier de cette notion d'effective reach, c'est qu'on a une audience qui, même indépendamment du média, indépendamment de vos publicités, a une propension à acheter qui est plus forte. Les 2 autres éléments qu'on va voir maintenant, c'est le fait que notre plateforme peut délivrer un pourcentage de reach qui est supérieur à la plupart des autres plateformes et aussi une excellente visibilité des publicités, et en particulier bien meilleure que sur la moyenne du paid social. Donc, commençons par le reach. Alors, c'est vrai que quand j'interagis avec les annonceurs et les agences, finalement, peut-être le premier critère de dimensionnement d'un budget, ça va être la taille de l'audience. Sur tel ou tel média, on se dit, bon, tiens, j'en ai beaucoup plus sur X que sur Y, donc je vais allouer mon budget de manière proportionnelle. Sauf qu'il y a une très grosse différence entre la taille d'une audience et le reach réel qu'on va délivrer à travers sa campagne. Pourquoi ? Parce que sur des plateformes aux enchères, il y a un équilibre entre supply et demand qui est différent d'une plateforme à l'autre. Et donc, par exemple, pour prendre Facebook, chez qui j'ai passé quelques années, vous pouvez demander à n'importe quel CSM, quand vous achetez en reach et frequency, généralement, la recommandation, c'est de ne pas aller au-delà de 50%. Pourquoi ? Parce qu'au-delà, vous allez avoir une inflation exponentielle du CPM qui n'est évidemment pas souhaitée. Sur Pinterest, ce qui m'a frappé quand j'ai rejoint et qu'on a commencé à faire des très grosses campagnes, là, il y a l'exemple de Airbnb avec en 4 semaines un reach de 4,2 millions à une fréquence de 3 par semaine. Donc, voilà, 4,2 millions de personnes qui ont reçu en moyenne 12 impressions en seulement 4 semaines. Je m'attendais à ce que ça commence à monter en CPM. Pas du tout. On voit énormément de campagnes qui touchent 70, 75, voire 80% de la cible sur Pinterest, sans qu'il y ait la moindre inflation du CPM. Encore une fois, c'est une question de mécanique entre supply, c'est-à-dire le nombre d'utilisateurs, et demand, le nombre d'annonceurs.
Si on avance un petit peu, le troisième élément qui nous différencie énormément des autres, c'est la visibilité. Qu'est-ce que c'est la viewability en anglais? Ça se définit très simplement, c'est sur des vidéos, le fait de passer au moins 2 secondes sur 50% de la surface. C'est le standard MRC. Et donc, il y a cette étude que GroupM a conduite l'année dernière pour pouvoir comparer des inventaires vidéo qui étaient comparables, c'est-à-dire des inventaires où les pubs ne sont pas forcées, hein, sur Pinterest, mais aussi sur Snap ou sur Insta, les pubs ne sont pas forcées, donc il y a un enjeu à capturer l'attention. Sur YouTube, le pré-roll est forcé à 5 secondes, donc forcément le standard MRC, il est quasiment toujours respecté, puisque 5 secondes étant supérieur à 2 secondes, forcément ce taux de vue MRC n'est pas très intéressant sur YouTube. Donc, si on regarde le résultat de cette étude, comme vous pouvez le voir dans le chart, on a un taux de vue de nos vidéos publicitaires qui est 3 fois supérieur à la moyenne pondérée des impressions vidéo délivrées sur les réseaux sociaux. Donc, ça fait une énorme différence. Si on avance, il y a un autre truc qui est intéressant avec le MRC. Donc, le Media Rating Council, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'autorité suprême du measurement, qui est certes aux États-Unis, mais on va dire qui définit les normes un peu mondiales. Et depuis 2 ans, il recommande à tous les annonceurs et aux agences d'inclure cette notion de visibilité dans les JRP, le reach, la fréquence. Pourquoi est-ce qu'on compterait dans son reach quelqu'un qui a été certes exposé, mais l'impression n'était pas viewable? Et donc, on trouvait ça intéressant de regarder, nous, avec Kantar en l'occurrence, quel était notre pourcentage de reach viewable. Donc, on l'a fait sur une quarantaine de campagnes, celles sur lesquelles on était en partenariat avec Kantar sur des bandlifts, puisqu'ils reçoivent toutes nos données. Et le résultat est assez incroyable, c'est qu'on a plus de 80% en moyenne de notre reach qui est viewable. C'est-à-dire que si vous touchez 10 millions de personnes sur Pinterest, on a au moins 8 millions qui va avoir été exposé au moins une fois à une impression visible. Si on réfléchit maintenant à combiner, d'un côté, on a un pourcentage de reach qui est supérieur à la plupart des plateformes sociales, et de l'autre côté, on a un taux de visibilité qui est supérieur. Si on combine en fait le taux de déperdition, vous vous souvenez au départ, on pense, tiens, je dimensionne mon budget avec la taille de mon audience. Ouais, mais j'ai 2 déperditions. La première, c'est que je ne touche qu'une partie de cette audience, et à l'intérieur de ce reach, des gens qui ont été exposés, il n'y en a qu'une partie qui a réellement vu ma vidéo. Donc, nous, ces pourcentages, vous les voyez à gauche, 70% de reach, voire 80% dans certains des cas. Et puis, à nouveau, 80% de reach qui est viewable. Si on prend un gros réseau social bleu, vous allez, comme on l'a vu, plutôt caper à 50% votre reach. Et puis après, vous avez une espérance que ce reach soit viewable qui est de l'ordre de 3 fois moins, 2 à 3 fois moins que sur Pinterest. Et donc, à l'arrivée, ça fait une énorme différence. Si on regarde dans le prochain slide ce que ça veut dire d'un point de vue chiffré, et qu'on prend une audience, donc là, pour l'illustration, j'ai pris des femmes de plus de 25 ans. Bon, il y en a à peu près 7-8 millions, sûrement un peu plus maintenant, c'est les chiffres de l'année dernière, sur Pinterest. Vous en avez dans les 20 millions sur ce gros réseau social. Nous, on va pouvoir en exposer au moins la moitié, au moins 70%, donc 5 millions des 7,5 millions, versus la moitié côté gros réseau social. Donc il y a encore une différence à ce stade. Maintenant, si vous rajoutez la notion de viewability, finalement, à l'arrivée, 80% des 5 millions vont être exposés par des impressions vidéo visibles, pour seulement moins de 4 millions dans les 3 millions et quelques côté gros réseau social. Si vous réfléchissez à CPM constant et fréquence similaire, comme dans un cas, vous avez dû construire un reach de 5 et dans l'autre cas, un reach de 10, vous avez dû dépenser 2 fois plus d'argent pour, à l'arrivée, avoir un viewable reach qui était inférieur. Donc, c'est ça l'opportunité qu'on voulait partager avec vous ce matin, c'est qu'il y a une efficacité publicitaire sur Pinterest qui s'ajoute à une audience qui, je dirais intrinsèquement, a une proportion achetée qui est supérieure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, dès lors que l'exécution est bonne, parce qu'encore faut-il avoir des bonnes créas et un setup média qui soit conforme aux meilleures pratiques, mais dès lors que l'exécution est bonne, vous avez vraiment toutes les chances de délivrer un uplift sur vos ventes à un très bon niveau de ROI. Donc, en France, si on va sur le slide suivant, on a un partenaire qui s'appelle LiveRamp. Donc, pour toutes les marques grandes conso, on utilise LiveRamp pour faire des sales lifts. On peut faire des sales lifts en direct et on en fait en direct avec des retailers. Mais pour des marques comme Danone, on utilise LiveRamp. Vous connaissez sûrement, ils ont un partenariat avec Carrefour qui leur permet de regarder la différence entre un groupe de test et un groupe de contrôle et de mesurer un uplift. L'année dernière, on avait sur Blédina communiqué un premier public case study avec un uplift de 20% de mémoire sur Blédina.
Là, plus récemment, on a cette campagne sur Danette Végétal, donc une nouvelle déclinaison de Danette. Et là encore, on a mesuré un uplift vraiment phénoménal, avec plus 17% au niveau produit, donc cette Danette Végétal, et plus 8,7% sur le total marque Danette. Donc voilà, encore une fois, l'exécution créative était bonne, le dimensionnement budgétaire était bon. Donc voilà, encore une fois, on ne dit pas que ça marche à tous les coups, il faut que l'exécution évidemment soit bonne, mais le cas échéant, on voit d'excellents résultats, aussi bien côté marque que côté distributeur. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous, et je crois que je vais laisser la parole à Hicham pour le tour de table. Merci beaucoup, Antoine. En effet, pour clôturer notre session ce matin, nous avons souhaité donner la parole à nos partenaires, aux côtés d'Hicham Abou-Chaïba, pour partager leur retour d'expérience et vous donner peut-être des conseils pour vos prochaines campagnes. Merci beaucoup, Aurélie. Effectivement, du coup, bonjour à tous et merci de nous faire le plaisir d'être avec nous ici aujourd'hui. Du coup, je suis Hicham Abou-Chaïba, je suis en charge des partenariats avec les enseignes de la grande distribution. Et je suis accompagné, du coup, comme tu l'introduisais, Aurélie, de Anne Beaumont et de Charlotte Séguret. Du coup, bonjour Anne, bonjour Charlotte. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à toutes les deux à cette table ronde. Est-ce que peut-être vous pourriez commencer par vous présenter et nous dire ce que vous faites respectivement chez Danone et Greenwiz? Bonjour, du coup je prends la parole, moi c'est Anne. Merci à vous pour l'invitation. Donc moi je suis lead digital et médias chez Danone pour l'entité qui s'appelle EDP, donc c'est l'entité produits laitiers pour que ça soit plus simple. Et en gros notre objectif c'est de gérer avec l'ensemble de l'équipe la connection strat d'un portefeuille d'une dizaine de marques. Donc ici on se parle de marques comme Activia, Danette, Lait de Vache, Alpro, et notre objectif c'est d'être au plus proche des consos et potentiels consommateurs au quotidien, en leur adressant du coup les messages qui correspondent à leurs attentes. Merci Anne. Et de ton côté, Charlotte? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc Charlotte, je travaille chez Greenwiz, je m'occupe de tout ce qui est partenariat et social ads, dont Pinterest. Pour présenter un peu Greenwiz, on est un site e-commerce, on est basé à Annecy et on vend en fait des produits bio et écologiques, donc éco-responsables. En fait, on retrouve plus de 50 000 références sur notre site. Ça va être des produits d'épicerie bio, de la beauté, en passant par la puériculture, des produits pour la maison. Donc, c'est une offre très large sur le bio et l'écologie. Très clair, merci beaucoup. Je vais ensuite peut-être vous poser à chacune de vous deux une question à laquelle, du coup, ce serait intéressant pour nous d'avoir vos retours. Et puis après, je vous poserai une question plus spécifique, quant à votre histoire avec Pinterest, si ça vous va. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par nous en dire plus sur le contexte dans lequel vos deux entreprises sont aujourd'hui? Et plus particulièrement, est-ce que le digital occupe une place de plus en plus importante dans votre marketing et média mix? Peut-être commencer, peu importe, Anne ou Charlotte. Allez, effectivement, pour nous, le digital, c'est un touchpoint clé. On peut dire que 2020, ça a été l'année du renversement chez nous, parce que pour la première année, notre mix média a changé et on investit 55% de notre budget sur le digital. Donc, bien évidemment, ça a été accéléré par le contexte qu'on a connu et le fait qu'on ait réarbitré certains de nos investissements aussi sur du online. Mais c'est une vraie stratégie, en fait. Ce n'est pas uniquement le Covid qui nous a fait dire il faut aller sur les plateformes online. Ça fait vraiment 4 ans qu'on a pour stratégie d'être aussi... d'aller sur un mix beaucoup plus équitable. Et déjà, en 2019, on avait 48% de nos investissements sur le digital. Donc, en tout cas, c'est une vraie volonté. Et pourquoi? Parce que le digital, pour nous, ça répond parfaitement à nos objectifs de travailler l'ensemble du funnel. Donc, à chaque fois, en fonction de nos objectifs, on arrive à trouver des partenaires et qui nous permettent d'atteindre nos différents objectifs. Et puis, c'est un levier clé dans notre stratégie de precision marketing qui, du coup, effectivement, consiste pour nous à envoyer le bon message à la bonne personne et de piloter nos investissements du coup de cette manière. Très intéressant, du coup, merci effectivement Anne. J'ignorais que c'était à plus de 50% déjà et que ça avait effectivement pas mal accéléré depuis 2019. De ton côté, Charlotte, est-ce que Greenwiz, j'imagine que c'est encore plus vrai puisque vous êtes un pure player? Alors oui, c'est ça en fait, vu qu'on est présent que sur Internet, depuis 2008, toute notre stratégie marketing est basée en fait sur Internet. Donc, c'est vrai qu'on va faire beaucoup de tout ce qui est Google Ads, Google Shopping, tout ce qui est retargeting, donc de la pub en social ads, en VOL.
Donc c'est vraiment le principal de notre stratégie marketing. Après, on commence, nous, donc à contrario, un petit peu à faire de la pub offline. Donc, notamment, depuis 2 ans, on a commencé à faire de la pub en télé, donc, avec des campagnes pub. Donc, notamment, notre dernière campagne qu'on a lancée en avril avec le youtubeur engagé, donc, Nicolas Mérieux, donc dans la forêt avec des animaux. Donc, c'était un peu une pub qu'on a orientée un peu sur le ton humoristique, qui a bien fonctionné. Et du coup, voilà, donc en fait, on a commencé un petit peu à faire du offline, mais avant tout, on fait du online. Très clair. Ok, merci. Du coup, pour non pas conclure sur cette période un peu particulière, mais quels enseignements vous faites de la période que nous avons connue et que nous connaissons, toujours d'une certaine façon? Est-ce que celle-ci vous a permis de reconsidérer d'une certaine façon, ou en tout cas à apprécier vos partenaires de manière différente à la lumière des nouveaux comportements utilisateurs qu'on aura tous observés d'une façon ou d'une autre? Alors, moi, je pense que de notre côté, ça a été une période où on a encore plus qu'avant, même si on le faisait déjà beaucoup, mais cherché à comprendre le quotidien des gens, ce qu'ils y faisaient, quelles étaient leurs inspirations, ce qu'ils recherchaient. Donc, très clairement, des partenaires, et pour le coup, un partenaire comme Pinterest a été très, très très intéressant pour nous pendant cette période parce qu'on était capable de comprendre ce que les gens recherchaient, quels étaient leurs centres d'intérêt dans cette période, et donc pour nous d'ajuster aussi nos manières de communiquer en fonction de la réalité de ce que vivaient les personnes. Donc en ça, je dirais que c'est aller encore plus loin dans connaître le quotidien des personnes, c'est ce qui nous fait encore plus évoluer ce type de contexte. Et de ton côté, Charlotte, j'imagine que tu as dû observer à peu près la même chose, peut-être? Ouais, alors nous, c'est vrai que du coup, pendant toute cette période, en fait, on va dire qu'on réunit quand même deux grands facteurs. Donc, on est un site, on est présent sur Internet et on propose des produits de consommation, donc tout ce qui est courses, par exemple. Donc, c'est vrai qu'en fait, c'est des choses qui ont très, très bien fonctionné l'année dernière. Ça nous a permis, notamment en 2020, de faire une croissance de plus 60%. Du coup, donc c'est vrai que nous, on va dire qu'il y avait un grand besoin des consommateurs. Donc, on l'a remarqué. Et notamment en temps de crise, on peut voir que les gens font plus attention aussi à ce qu'ils achètent. Ils prennent plus conscience de leur consommation. Donc on a pu se rendre compte qu'il y avait un réel besoin de la part des consommateurs de chercher des produits qui sont plus bio, qui sont plus éco-responsables. Donc, du coup, ça, notamment, ça nous a fait réfléchir. Et du coup, c'est vrai qu'on a lancé notre place de marché cette année, au mois de mars. Et donc, en fait, on est passé de 15 000 produits à 50 000 produits en quelques semaines. Donc là, en fait, ça nous a permis de proposer et de répondre aux besoins des consommateurs et de leur proposer en fait des produits qui sont bio dans tous les domaines. Donc ça peut être des produits reconditionnés, oui. Donc, tout ce qui est high-tech, par exemple. Ça va être aussi tout ce qui est mode, donc des produits, des vêtements fabriqués à partir de coton bio, à partir de matières recyclées. Après, des produits pour la maison, des cabanes de jardin en bois PEFC. Donc, en fait, c'est vraiment trouver une alternative à tous nos produits de la consommation courante, tous nos besoins, mais qui soit vraiment une alternative écologique. Effectivement, en lien avec votre ADN, très clair. Merci Charlotte. Comme on l'a évoqué un peu plus tôt avec Antoine il y a quelques minutes, Pinterest a le mérite, entre guillemets, de se présenter comme un média considérable pour atteindre une audience qui à la fois peut être large, mais aussi qualifiée, tout en étant intentionniste, prête à passer à l'acte d'achat. Anne, de ton côté, on a la chance d'avoir Danone qui nous fait confiance depuis bientôt 2 ans en matière de prise de parole. Est-ce que vous pouvez du coup nous en dire plus quant à la place de Pinterest dans les plans médias de Danone et aussi pour quelles raisons ou quel objectif vous considérez aujourd'hui Pinterest à la lumière, notamment des nouveaux usages et de votre nouvelle stratégie en accélérant sur le digital? Oui, alors effectivement, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans qu'on a essayé de travailler main dans la main ensemble. Pour nous, Pinterest, c'est vraiment un réseau assez singulier dans le paysage social, donc qu'on vient vraiment travailler en complément.
du reste des autres acteurs sociaux qu'on peut travailler ou même des autres acteurs en général pour plein de raisons, parce que c'est un environnement positif et bienveillant. On n'est pas dans des débats, on n'est pas voilà, dans des conversations qui parfois peuvent être complexes, mais on est vraiment dans de la recherche d'inspiration. Donc, c'est complètement autre chose pour nous, les utilisateurs de Pinterest qui viennent chercher sur la plateforme et ce que nous aussi, en tant que marque, on peut leur apporter. Du coup, on a deux manières, nous, d'utiliser la plateforme chez Danone. La première, c'est l'activation qu'on va faire tout au long de l'année. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous l'Evergreen. Et en fait, ici, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que nos marques arrivent en réponse à des requêtes que peuvent avoir les personnes sur la plateforme Pinterest en apportant plutôt un service qui va être recherché. Donc, à titre d'exemple, on va pouvoir, pendant le confinement, on avait travaillé sur des boards et des activités pour enfants avec la marque Danonino, parce que c'était vraiment des recherches qui étaient faites par les parents à ce moment-là, où on peut travailler aussi des recettes très gourmandes de desserts avec Danette, où du coup, on va arriver en réponse à ce type de requête. Donc ça, c'est une première manière d'utiliser la plateforme. Et là, vous voyez un exemple de recette Activia. Donc, c'est la deuxième épingle que vous voyez sur votre écran. Et du coup, la seconde, c'est l'activation et du coup le fait qu'on utilise Pinterest dans le cadre de nos gros temps forts. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous des gros events qui peuvent avoir lieu entre 1 à 3 fois par an en fonction des marques. Et là, on va utiliser la plateforme en travaillant tout le funnel. Donc, en fonction de chaque brief et de chaque objectif, on va aller travailler vraiment le awareness, la considération ou même la conversion. Parce que, comme on vous l'a montré tout à l'heure, l'avantage aussi de mettre des études et tout ce qu'on a pu mesurer avec LiveRamp, ça nous a prouvé clairement l'achat qui a lieu derrière. Donc là, on vous présentait une innovation qui était Danette végétale, donc avec voilà, des chiffres qui étaient très intéressants en termes de vente, mais qui ont aussi eu une répercussion sur le reste de la gamme. Donc voilà, donc tout ça, ça nous fait dire que c'est vraiment une plateforme où il y a vraiment des personnes intentionnistes et qui nous achètent concrètement. Donc voilà, en fonction des objectifs, on va vraiment l'activer. Pinterest, dans ces moments un peu plus temps fort, et très clairement, c'est aussi très important pour nous, ce qui a été dit avant, c'est la visibilité. C'est vraiment une plateforme où les publicités qu'on va pouvoir mettre en avant sont très visibles, et ça, c'est un critère qu'on regarde de plus en plus et qui est vraiment majoritaire chez nous. Donc, la visibilité, l'audience qu'on va y chercher et le fait qu'on arrive à répondre aux objectifs différents qu'on peut avoir en fonction de chaque brief. Voilà pourquoi on investit et on travaille main dans la main avec vos équipes depuis 2 ans. Très clair. Écoute, en tout cas, merci pour ce témoignage, Anne. Effectivement, c'est intéressant de voir que ça rejoint un petit peu le narratif de Vincent avec une approche un peu défensive lors des temps morts et une approche plus offensive lors des lancements produits ou des grands temps forts annuels. De ton côté, Charlotte, du coup, Greenwiz, on sait, en tout cas, oui, si on le sait, que c'est une filiale du groupe Carrefour et qui est un pure player sur le positionnement des produits biologiques alimentaires et pour la maison, comme tu le présentais un peu plus tôt. Est-ce que vous pouvez, à votre tour, nous en dire plus quant à l'intérêt d'une plateforme comme Pinterest, du coup, pour un pure player comme Greenwiz? Et d'une certaine façon, un petit peu comme je le demandais à Anne, pour quels objectifs vous activez Pinterest et quels impacts à ce stade sur le trafic ou vos ventes en ligne? Alors nous, du coup, Pinterest, en fait, ça nous permet surtout ce qu'on a remarqué qui fonctionnait le mieux, c'était vraiment de proposer du contenu informatif. Et en fait, on a donc aussi une chaîne YouTube où du coup, on propose des DIY en vidéo. Et en fait, on a modifié donc, ces DIY en vidéo, enfin, on les a transférés en infographie. Et en fait, sur Pinterest, du coup, donc, on poste en infographie. Donc, ça va être par exemple fabriquer son savon maison, fabriquer son dentifrice maison, fabriquer sa lessive maison. Donc, toutes ces infographies-là, vraiment, sont plus d'informatifs et en fait, des choses que les gens recherchent beaucoup parce que maintenant, le DIY, en fait, c'est quelque chose qui est très tendance. Beaucoup cherchent à faire tout par eux-mêmes. Donc ça, c'est des choses qu'on essaye de faire vraiment au maximum parce qu'on s'est rendu compte que ça marchait très bien et on avait quand même une grande quantité de vidéos qu'on avait déjà créées donc en DIY qu'on a pu donc transférer comme ça en infographie. Après, on fait aussi des créas qui sont sur des tendances, notamment le zéro déchet, qui est quelque chose qui fonctionne hyper bien aussi en ce moment. Les gens font beaucoup plus attention à leur façon de consommer et du coup essayent de générer beaucoup moins de déchets. Ce que vous faites sur Pinterest, je précise, c'est ça? Oui. Et en fait, du coup, c'est des créas. En fait, on poste en fait beaucoup de choses tendances comme ça. Donc ça va être
des créas qui sont vraiment thématiques. Donc, voilà, donc il y a du zéro déchet. Après, donc là, on peut voir ici, donc, par exemple, c'est notre campagne pub qui tourne là. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on fait. Et donc des collections. Du coup, donc, on propose tous les produits qu'on a sur le site, qu'on met en avant comme ça. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, donc il y a notre flux de produits qui tourne. Et donc voilà, donc ça c'est un peu tout ce qu'on a remarqué qui fonctionnait plutôt bien sur Pinterest. Après, du coup, on est encore un peu novice sur Pinterest. On n'est pas encore très fort, on va dire, et on apprend encore à faire et à évoluer. Parce que pour l'instant, ça reste encore petit. On n'a pas alloué un budget très énorme. Donc du coup, ça va tout en lien. Mais du coup, voilà, donc on a commencé plusieurs choses comme ça, plusieurs thématiques. On s'est rendu compte de ce qui marchait et c'est ça qu'on va essayer. On a commencé à collaborer depuis du coup, l'été dernier, je crois, l'été Voilà. 2020, et on apprend en faisant notamment, effectivement, vous nous faites, j'allais dire, oui, confiance pour notamment des objectifs et une approche un peu full funnel qui justement, j'allais dire, prend forme avec le temps. Voilà. On arrive au bout de notre atelier, pardon. Je ne sais pas si chacune d'entre vous avait un mot de la fin, peut-être très rapidement pour j'allais dire, conclure sur cette table ronde. Merci déjà pour toute la matinée hyper intéressante. Et voilà, c'est intéressant de voir sur notre secteur des choses qu'on peut faire et d'avoir des témoignages de marques qui sont très différentes. Parce qu'avec Greenwiz, Danone, voilà, vous avez pris un peu deux extrêmes, mais c'est super intéressant. Voilà, moi je pense que le mot-clé, c'est le test and learn. Et comme tu le disais, Charlotte, vous apprenez aussi, mais nous aussi, en 2 ans, on a énormément appris. Et je pense que c'est la proximité avec les experts Pinterest, que ce soit les équipes médias ou les équipes créa, qui nous font avancer au quotidien et réussir de plus en plus à comprendre l'usage de cette plateforme et à s'y intégrer en tant que marque de manière la plus naturelle possible. Donc voilà, je pense qu'on aura encore plein de choses à apprendre parce que vous sortez plein de nouveaux formats, plein de choses. Et voilà, en tout cas, nous, on continuera voilà, d'expérimenter tout ça. Très clair. Et de ton côté, Charlotte, je ne sais pas si tu as... Merci beaucoup pour ce webinaire. Du coup, c'était intéressant de voir un peu tout ce que peuvent faire les autres marques. Et c'est vrai que c'est intéressant pour nous de voir tout ce qu'il est possible et la grande palette de choses inimaginables à faire. Et c'est vrai que c'est appréciable d'être en lien direct avec les équipes Pinterest pour vraiment pouvoir avancer dans ce sens et essayer de nous développer au maximum sur cette plateforme. Je te remercie pour ta confiance aussi, Charlotte. Et du coup, j'allais dire, il y a encore beaucoup de potentiel ensemble. Dessinons le futur de manière constructive. Aurélie, je crois que tu veux peut-être conclure. Je te vois. Merci beaucoup. Merci Anne et Charlotte. Merci Hicham. Nous sommes ravis d'avoir pu vous compter parmi nous ce matin. N'hésitez pas du coup à contacter directement vos interlocuteurs si vous avez des questions complémentaires. On va vous envoyer bien sûr la présentation. Il y a également un questionnaire. Donc n'hésitez pas aussi à nous donner vos retours et conseils pour nous permettre dans tous les cas à chaque fois d'enrichir avec le meilleur contenu pour nos futurs événements. Nous vous souhaitons une bonne journée à tous et merci pour votre participation. Au revoir. Merci à tous.